Bonjour à tous et bienvenue dans notre studio vidéo du groupe Nice Matin pour ce dernier numéro de l'année de Territoire Éco. Territoire Éco, l'émission de l'écosystème azuréen que nous vous proposons chaque mois en partenariat avec l'UPE 06 et nos confrères de la tribune Côte d'Azur. Et comme chaque mois, j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Karine Wenger, notre chef du service économie du groupe Nice Matin. Bonjour Karine. Bonjour Christian. Et par Isabelle Ozias, rédactrice en chef de la tribune Côte d'Azur. Bonjour Isabelle. Bonjour Christian. Pour débuter ce numéro 8 de Territoire Éco, place, vous le savez désormais depuis un petit moment, à la grande interview. Et nous accueillons aujourd'hui une invitée particulière, car elle a une actualité particulièrement chargée et intense. Betty Serroussi, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes la fondatrice et dirigeante de Travel Planet. Travel Planet, c'est une agence de voyage d'affaires qui connaît une croissance exceptionnelle, on peut le dire. Mais vous êtes aussi et surtout depuis hier soir notre lauréate des trophées de l'économie dans la catégorie reine, celle de l'entrepreneur de l'année. Félicitations évidemment pour cette belle récompense et puis félicitations aussi parce que, outre cette distinction que nous vous avons remise hier soir sur la scène de l'Opéra, vous avez été élue très récemment coprésidente de la French Tech Côte d'Azur, région Sud. Ce n'est pas rien non plus. Alors, Betty Serroussi, commencez peut-être par nous présenter un peu votre entreprise qui est un peu multicasquette. Agence de voyage d'affaires, mais aussi éditeur. Qu'est-ce que Travel Planet exactement ? Rebonjour Christian, bonjour Karine et bonjour Isabelle. Merci tout d'abord de m'avoir invité pour cette grande interview. Alors, si je devais présenter aujourd'hui Travel Planet, je dirais que c'est une belle PME en devenir d'une ETI. Mais avant tout, Travel Planet, je crois que c'est l'histoire de ma vie professionnelle. L'histoire de Travel Planet a commencé il y a fort longtemps, en 2012, parce que je décide de changer ma casquette de femme dans le métier du loisir, que j'ai exercé pendant 20 ans, pour m'ouvrir un autre chemin qui est le voyage d'affaires. Il faut savoir qu'en 2012, on arrive à la dématérialisation des billets d'avion et des billets de train, et c'est à cette période-là où je me dis, eh bien, je pourrais, au lieu d'avoir des entreprises qui sont juste à côté de chez moi, parce qu'on n'a pas le choix, à l'époque, il faut aller délivrer les billets en main propre, je pourrais éventuellement postuler sur des grands groupes par appel d'offres. Et en 2014, les étoiles se sont bien alignées autour de moi parce que je gagne un appel d'offres qui fait 3 fois la taille de Travel Planet, qui à l'époque fait 7 millions d'euros, autant dire une très petite entreprise. Et quand on gagne ce prix, l'histoire de Travel Planet change enfin. Et on devient une vraie agence de voyage d'affaires. Aujourd'hui, Travel Planet, c'est 5000 déplacements par jour. C'est plus de 100 entreprises qui nous font confiance pour les déplacements professionnels de leurs collaborateurs. C'est également plus de 80 salariés. C'est une filiale en Angleterre. Et on va développer ça tout à l'heure. Mais c'est aussi une entreprise qui a choisi de faire un nouveau virage en 2022, à l'époque où une crise sans précédent frappe le voyage. On décide, avec mon mari, de se dire on a créé une plateforme. Elle est bien, elle est pratique, elle convient à nos clients, mais elle convient aussi à nos fournisseurs qui se connectent à nous. Donc pourquoi on n'irait pas éventuellement la proposer et la vendre sous forme de licence ? Et vous avez raison, aujourd'hui on a 2 métiers. Un métier historique d'agence de voyage d'affaires qu'on exerce un peu différemment, et aussi une casquette d'éditeur depuis 2022. Alors, on va rentrer dans le détail de tout ça. Isabelle. Sur la base de votre premier métier, donc le tourisme d'affaires et l'organisation du tourisme d'affaires, quelle a été et quelle est votre plus-value par rapport à la concurrence ? Alors, on est une agence de voyage d'affaires comme tant d'autres. Je vais citer deux monstres que tout le monde connaît, qui sont Castle Wagoly, American Express. Aujourd'hui, on se frotte à eux. La vraie différence, c'est ce qu'on a construit. C'est notre outil qu'on a construit et qu'on a osé construire à un moment où personne n'y pense. Il faut savoir que le voyage d'affaires, qui pèse plus de 30 milliards d'euros en France, ce qui n'est pas neutre, a toujours été, je dirais, d'un point de vue technologique, avec des vieilles technologies de 1980. Et il y a toujours eu 3 leaders, American Express, Carlson Wagonlit et Amadeus, que tout le monde connaît bien, qui distribuaient la technologie. Alors, quand je démarre en 2014 dans ce métier, bien évidemment, je fais comme tout le monde et je vais chercher la techno des autres. Et puis, j'ai une anecdote. En 2016, le groupe Lufthansa, que tout le monde connaît, arrive et vient faire une annonce dans notre industrie en disant « Écoutez, à partir de maintenant, c'est la façon dont vous allez vous connecter à nous qui fera le prix de notre billet. Si vous continuez à vous connecter de manière classique, via les GDS, tels qu'Amadeus, eh bien, ce sera 16 € de plus. »
Si vous vous connectez en direct, ce sera 16 € de moins. Donc ce sera le prix réel. N'oublions pas que les voyageurs d'affaires sont des voyageurs comme vous et moi. Ce sont aussi des voyageurs qui vont aller regarder sur Internet, sur les B2C, et qui ne comprendraient pas pourquoi on paierait plus cher quand on voyage pour le voyage d'affaires et quand on voyage à titre personnel. Alors c'est comme ça que l'idée m'a gambergée. Il faut savoir que mon mari, qui travaille avec moi, vient lui d'un métier de la tech et il me dit « Comment tu vois les choses dans l'avenir ?» Je lui dis « On n'a pas le choix. On va construire notre plateforme. » Je ne vous cache pas qu'à cette époque, on nous regarde avec des grands yeux, avec des grands regards et on me dit « Mais vous êtes complètement fou. » Et puis 7 ans après, c'est comme ça aujourd'hui que tout le monde doit et devra se connecter. Je vous prends un autre exemple très rapidement. Oui, rapidement pour qu'on... Plein de questions à vous poser. Ouigo. Ouigo, aujourd'hui, nous, on le distribue de manière aussi simple. On le présente sur notre application comme des TGV. Les autres agences de voyage sont obligées d'ouvrir 2 plateformes. Ça fait vraiment la différence. C'est la tech vraiment C'est la tech et le contenu qu'on va proposer à nos clients et qu'on va pouvoir aussi proposer aux fournisseurs. Alors justement, cette alliance de tech et de contenu que vous proposez a fait de vous, vous a donné ce trophée de l'entrepreneur de l'année qui récompense une croissance exceptionnelle. Vous pouvez un peu nous raconter justement que cette croissance, comment vous la gérez ? Alors on va donner juste quelques chiffres très rapidement. En 2019, en pré-Covid, on fait 85 millions d'euros de chiffre d'affaires et 85 collaborateurs. 2020, dégringolade totale, 35 millions. Des crises, des angoisses, comment on va faire ? Tout le monde explique que le voyage d'affaires va tomber et que ça ne marchera plus comme avant. Et donc c'est là que l'idée nous gamberge de postuler en tant qu'éditeur et de proposer notre plateforme à des opérateurs de voyage pour atteindre fin 2021 un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. Et enfin, en 2022, on réatteint les chiffres de 2019 qui sont de 85 millions d'euros. Et avec un estimé, je dirais, pour 2023, de 120 millions, avec 30% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires qui est représenté par le service qu'on propose en tant qu'éditeur de solutions. Mais ce qui est énorme, ce qui signifie aussi que toutes les prédictions et oiseaux de mauvais augure qui prédisaient la fin du tourisme d'affaires, avec le télétravail, avec les moyens, les nouvelles collectivités, les docu-signes, par exemple. Finalement, tout ça est totalement faux et on voyage encore pour travailler. Absolument. On voyage encore pour travailler, mais on voyage autrement. On va en parler tout à l'heure, mais on voyage autrement parce que le monde a changé, parce qu'on ne prend plus les mêmes décisions qu'avant, on ne prend plus un avion le matin pour rentrer le soir. On va parler de décarbonation. Mais c'est vrai que le monde du voyage d'affaires est encore très présent et on ne pourra pas s'arrêter de voyager. Quand on prend une grosse claque critique, comme l'a été le Covid en pleine figure, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on a envie d'abandonner avant de réussir à rebondir ? Avant le Covid, on a parfois envie d'abandonner aussi. Quand on est précurseur, quand on est dans une industrie qui ronronne depuis des années et qu'on arrive, moi je m'appelle Betty, je suis Travel Planet, une très petite entreprise en même temps. Je me confronte à des gros. Oui, j'ai eu des crises de solitude en me disant, comme beaucoup d'entrepreneurs, qu'est-ce que tu fais là ? Tu pourrais aller te vendre dans un gros groupe et puis emballer, c'est peser. Mais je me suis accrochée parce que j'avais la conviction que l'outil qu'on avait créé, c'était l'outil de demain, c'est-à-dire l'outil d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis fière de ne pas avoir abandonné quand je vois un peu la réussite et ce qu'on arrive aussi à accrocher comme chiffre aujourd'hui. Qui dit hypercroissance dit justement besoin de talent, trouver des talents, être agile. Comment vous faites ? Alors, le recrutement reste bien évidemment la clé aussi du succès, parce que, comme je dis souvent, seul on va plus loin, mais ensemble on va plus vite. Donc on a besoin de recruter vite et bien. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on ne recrute pas comme tout le monde. Vous l'avez très certainement lu. On recrute beaucoup sur les soft skills et pas sur le savoir-faire. Aujourd'hui, j'en suis à ma 6e TP Academy. Ma TP Academy, qu'est-ce que c'est ? Je reçois des dizaines, des centaines de CV et je reçois par dizaines, par vingtaines des personnes qui veulent travailler chez nous. Et je pose des questions totalement anodines. Le matin, tu fais quoi quand tu te lèves ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Comment tu gères ta vie pro, ta vie perso ? Et une fois que j'ai posé ces 11 questions, en 11 minutes, je me fais un peu une idée. J'y vais un peu au feeling. Aujourd'hui, pour travailler chez Travel Planet, il faut quand même avoir notre ADN. Si tu cherches un boulot plan-plan, c'est pas possible chez nous. Vous n'êtes pas originaire de la région.
Et pourtant, vous avez décidé de vous installer à Sophia Antipolis. La raison, c'est quoi? C'est Amadeus? C'est le soleil? Un peu le soleil. Mais avant de m'installer à Sophia, parce que ça a été une évidence quand j'ai décidé de venir dans le Sud, il faut savoir que Travel Planet, effectivement, on a construit le Travel Planet que vous connaissez à Lille, par un concours de circonstances, très clairement, puisqu'à la base, je suis parisienne. Après, comme on ne trouvait pas de masse salariale côté développeur à Lille, on a installé une succursale à Paris. En 2019, pour servir EDF, la filiale d'EDF, on s'installe à Londres. Puis après, on se dit, en termes d'efficacité, après le Covid, on fait quoi? Donc sans hésitation, à titre personnel, je décide de venir m'installer dans le Sud. Et je me dis, je vais faire du télétravail, parce qu'on commence à parler de télétravail. Et puis, je me rends compte en 2021 que ça devient très, très compliqué, justement, parce que les voyages n'ont pas repris, parce que c'est compliqué. Et pour plus d'efficacité, je décide de baser tout le monde dans le Sud. Et très naturellement, la technopole de Sofia, je ne me suis pas posé la question où je m'installe. Elle s'est imposée d'elle-même. Ça s'est imposé d'elle-même, absolument. Vous disiez tout à l'heure que vous recherchiez des personnes qui sont agiles, des talents agiles, qui soient adaptables. Justement, donc il faut travailler la marque employeur. Qu'est-ce que vous leur proposez à ces talents? Oui, alors la marque employeur, pour nous, elle a été compliquée à mettre en place, bien évidemment. Vous l'avez compris, on a déménagé, on arrive dans un écosystème qu'on ne connaît pas. On perd, je ne vous l'ai pas dit, 80% de nos salariés quand on quitte l'île. On passe de 85 salariés à 10 salariés, donc on doit reconstruire. Donc on a dû reconstruire cette marque employeur. Alors la première chose, on en a parlé précédemment, c'est effectivement d'être en harmonie avec l'ADN. Je suis quelqu'un de très exigeant, mais pas plus exigeant que je le suis avec moi-même, parce qu'à un moment donné, quand il a fallu prendre des décisions risquées, je les ai prises. Donc quand on rentre chez nous, on a envie de bosser déjà, et puis on a surtout envie, ce goût du challenge, parce que la stratégie dont je vais peut-être vous parler tout à l'heure, ce ne sera peut-être pas la stratégie de demain, parce qu'il faut être adaptable. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, il a fallu se faire connaître. Donc, vous m'avez les uns et les autres certainement vus dans des magazines de la région au début, parce qu'il a fallu présenter qui nous étions. Une nouvelle entreprise qui arrive, qui fait 35-40 millions, c'est pas anodin. On peut se dire pourquoi, comment. Et puis la dernière chose, je crois qu'en étant une femme de la tech, on est 7% en France, ça fait pas beaucoup. Alors je dis pas que je fais rêver, mais je peux donner envie à certaines personnes de venir rejoindre l'équipe Travel Planet. Alors cette équipe, justement, maintenant, elle est basée à Sophia Antipolis. Vous êtes également implanté sur Londres via une filiale. Est-ce que ça veut dire clairement, maintenant, votre développement, ça va être l'international? Alors je vais vous répondre, Isabelle. Oui et non. Sur la partie éditeur, j'ai envie de vous dire oui, parce qu'aujourd'hui, quand on a un premier client en tant qu'éditeur qui vous signe 4 contrats et qui s'appelle la SNCF, vous dites « super ». On a quelques cibles aujourd'hui à l'étranger sur des transports justement ferroviaires qui demandent à changer leur technologie. Mais je dirais pour la partie voyage d'affaires, il faudra que ça se fasse de manière plus naturelle. Déjà, vous vous rappelez tout à l'heure 30 milliards d'euros. Il y a beaucoup à faire. Je sais que l'international, ça fait rêver tout le monde, moi aussi, mais je voudrais que ça arrive aussi de manière naturelle, en prenant et en gagnant des comptes qui ont des multicasquettes. Ça se fera naturellement. Je ne me fais pas fort de dire je veux aller à l'international pour aller à l'international. C'est pas une stratégie, c'est pas la première stratégie. C'est peut-être aussi déjà remporter des très gros comptes, comme des comptes des ministères, des comptes, parce qu'aujourd'hui, tous ces comptes-là ne sont pas encore confiés à des entreprises telles que la mienne. On va parler de votre autre actualité. Vous avez été élu coprésident de la French Tech Côte d'Azur avec une autre entrepreneur, Élodie Bondy de Calisteo. J'ai envie de dire girl power. Oui, pas que. Élodie et moi, alors ça s'est fait comme ça, le fait qu'on ait été élus deux nanas, c'est super, mais on est deux nanas très complémentaires. Elle vient du Sérail, elle est d'ici, elle est née ici, et elle a suivi le cursus d'une jeune start-up en devenir, et aujourd'hui c'est vraiment Calisteo, une belle success story. Travel Planet, on est, vous l'avez compris, l'antithèse. Je ne vous l'ai pas dit, mais je crois que je l'ai déjà écrit plusieurs fois, on n'a pas d'investisseurs au capital, en tous les cas pas à ce stade, donc on est libre. Vous en cherchez à ce propos ? À ce stade, je dirais, Christian, non. Mais pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, j'ai 60 ans, je le revendique, j'ai une belle carrière derrière moi, j'ai encore de belles choses à faire devant moi, mais pourquoi pas? Mais j'ai été habituée à prendre mes décisions toute seule. Et cette gouvernance est très complémentaire. Aujourd'hui, en quelques lignes, oui, on doit faire bouger les stateurs du territoire, on doit les mettre en lumière au national, voire à l'international pour certaines. Alors, pour terminer cet entretien, une dernière question. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais allons un petit peu plus loin. Le voyage d'affaires, c'est beau, ça continue, ça progresse encore.
Mais est-ce que c'est très politiquement correct? Est-ce que c'est toujours porteur à l'heure de la décarbonation? Alors moi, je vous dirais oui. Oui, c'est très porteur. Alors, il y a la première partie, et finalement, elle va concerner la tech. Puisqu'effectivement, notre plateforme, que vous ne connaissez pas encore, Christian, mais que vous allez connaître très bientôt, j'en suis sûre, on affiche en temps réel les taux de CO2 que vous consommez. On affiche en temps réel les hôtels qui sont plutôt green. On affiche en temps réel, par exemple, des entreprises nous disent, nous, pour des petits voyages, mettez en avant le train. Mais en même temps, la décarbonation, ce n'est pas que la tech qu'on va proposer, qu'on va donner à nos clients, c'est également ce que les transporteurs vont faire. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, quand on voit que 40% des trains européens roulent encore au diesel, quand on va parler un peu d'hôtels, je vous ai parlé d'hôtels green, bah oui, un hôtel qui est mal isolé, bah c'est moins bien qu'un hôtel qui est bien isolé. Aujourd'hui, on va parler de compagnie aérienne, parce que la décarbonation en compagnie aérienne, tout le monde dit, mon Dieu, comment on va faire? J'ai lu récemment dans la presse qu'on va pouvoir utiliser dans les prochaines années du kérosène vert, qu'Air France s'engage aussi à l'utiliser à raison de 10%. Donc, toutes ces petites choses feront que la décarbonation, on va y arriver. Bien évidemment, peut-être moins rapidement que dans d'autres industries que nous connaissons qui sont complètement dedans. Mais si je dois vous donner un mot de conclusion, Christian, le voyage en général et le voyage d'affaires, il marchera toujours, il est au meilleur de sa forme. Quand on voit les chiffres de Travel Planet, c'est qu'il est au meilleur de sa forme. On va voyager autrement, mais on voyagera toujours. Eh bien, joli mot de la fin. Merci infiniment, Betty Serroussi. Je vous propose de rester avec nous pour la suite de notre émission, avec notamment la rubrique suivante qui va forcément vous intéresser, c'est le journal de l'économie. Karine, Isabelle, vous allez maintenant, comme chaque mois, nous décrypter l'actualité économique et la vie des entreprises. Avec, pour commencer, Karine, évidemment, le palmarès de notre soirée des trophées de l'économie qui s'est déroulée hier soir et qui justifie en partie ce visage fatigué, beaucoup plus que le vôtre, parce que vous avez été beaucoup plus sobre que moi. C'était à l'Opéra de Nice, devant plus de 300 personnes. Et nous avons récompensé cette année les entreprises les plus méritantes de l'année dans 6 catégories différentes. Alors, quels sont les vainqueurs? Alors, c'était effectivement une très très belle soirée dédiée à l'entrepreneuriat azuréen qui a mis à l'honneur de belles réussites du territoire et des parcours inspirants. Alors, Betty Serroussi, vous étiez donc notre entrepreneur de l'année, mais nous avons également récompensé Somanity. Alors, Somanity, ce sont des exosquelettes imprimés en 3D à bas prix qui nous ont séduits et elle a été, donc Somanity, est notre start-up de l'année. Dans la catégorie Green, c'est Polystock qui l'emporte. Et nous avons 2 lauréats dans la catégorie internationale. L'entreprise d'éclairage public Rani, qui est basée à la Gaude, et le laboratoire ophtalmologique niçois Horus Pharma. C'est la microbrasserie artisanale Blue Coast Brewing Company qui décroche le Made in Côte d'Azur, et l'artelier Sellerie Motor Yacht à la Trinité s'est vu décerner le prix du jury. On n'a pourtant pas bu les bières de la Coast Brewing Company, mais on bafouille quand même. Je bafouille quand même. En tout cas, c'était un magnifique palmarès. C'est vraiment une belle soirée et on félicite encore tous les lauréats. Et à commencer par la plus grande d'entre eux, Betty Serroussi. Merci. Alors, encore, on continue. Isabelle. Alors, hier soir, l'événement, c'était les trophées de l'économie ce matin. Aujourd'hui, l'événement, ce sont les entrepreneuriales. C'est le salon des entrepreneurs et des services à l'entreprise qui est organisé traditionnellement par l'UPE 06, qui est aussi notre partenaire. Il a eu lieu donc aujourd'hui, ce 7 décembre, à l'Alliance Riviera. Et après votre trophée de l'éco, chère Betty, eh bien, vous avez aussi remporté notre trophée, la palme de la stratégie Tribune Côte d'Azur. Vous êtes 49e de notre palmarès des 500 plus belles entreprises de la Côte d'Azur. Bravo. Et voilà, donc vous avez un double trophée. Ce palmarès est paru aujourd'hui. Notre meilleure entrée de l'année dans ce palmarès, c'est vous, encore. Je suis ravie, et merci. Je vous en prie. Sur le podium de nos palmes 2023, vous avez rejoint Annie Courtade, qui a été sacrée leader championne de l'année, Univette, prix de la performance, Interima, prix de l'entreprise inclusive, et Teach on Mars, prix du meilleur espoir. Là aussi, un joli palmarès et donc double prix. Belle fin d'année, le Père Noël a été généreux. Le Père Noël est plus que généreux et je dirais d'être auprès d'Annie Courtade.
Franchement, c'est vraiment un honneur pour Travel Planet. Un beau symbole. Et un Alors beau Karine, symbole. on retourne auprès de deux entreprises qu'on connaît bien ce matin parce qu'on les a déjà primées, Médian Technologies et Aurus Pharma. Alors tout à fait, la MedTech Sophie-Topolitaine, Médian Technologies et le laboratoire ophtalmologique niçois Aurus Pharma ont fait des étincelles à l'Élysée. Alors étincelles, c'est un jeu de mots avec ETI pour établissement de taille intermédiaire. Il s'agit d'un programme lancé par l'État qui vise à accompagner les PME en forte croissance dans l'étape suivante de leur développement, c'est-à-dire justement celle d'un établissement de taille intermédiaire. Aurus Pharma et Médian Technologies ont intégré la deuxième promotion d'étincelles avec 48 autres entreprises. Et nous ont gratifié de quelques posts Instagram en compagnie du président Macron. Tout Vous à avez fait. passé ça sur les réseaux. Tout à fait. Isabelle, une autre Allez. mise en lumière. Autre mise en lumière, mais en Finlande cette fois, sur les 9 startups de la région Côte d'Azur, de la région Sud, pardon, qui ont été sélectionnées pour participer au salon Slush à Helsinki ce 1er décembre. 6 venaient des Alpes-Maritimes. Alors bravo à Perfumist, Firecell, Sensoria Analytics, Omnishape, Manta et Videtix qui ont pu y rencontrer plus de 3000 investisseurs de la Galaxy Tech. Belle perf donc pour notre écosystème. C'est déjà l'heure de la deuxième promotion des startups accélérées par VillaBlue, l'accélérateur spécialisé dans la naturalité par le Grassois Robertet. Le bilan de ce premier batch est très positif car les 5 jeunes pousses accélérées qui étaient venues de France, des États-Unis mais aussi du Chili ont trouvé dans l'accompagnement du leader mondial des ingrédients naturels pour la parfumerie et les ingrédients alimentaires un terreau fertile pour pousser, lever des fonds, recruter et même initier des programmes de recherche avec Robertet. Cette deuxième promotion semble tout aussi prometteuse. Isabelle, la grosse news du mois. Alors la grosse news du mois, c'est le rachat d'Ineldea qui sera finalisé début 2024. Le laboratoire carossois spécialisé dans les produits de la santé naturelle, créé par Nicolas Capeller, va rejoindre le groupe espagnol Aurillac. Alors attention, ce rachat, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Il s'agira pour Ineldea d'accéder à l'échelle européenne et de continuer son développement. Et pour Aurillac, de consolider son leadership sur la santé naturelle grand public. Si Ineldea 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 devient filiale du groupe barcelonais, le labo conservera son blason et ses activités carrossoises avec sa dizaine de marques et ses 500 produits référencés. Et on reste dans le bien-être naturel et la croissance avec IA Pharma en faisant l'acquisition de l'américain W Group, le laboratoire pharmaceutique de Mougins. IA Pharma met un pied outre-Atlantique, qui est le premier marché mondial des compléments alimentaires avec 50 milliards de dollars. IA Pharma en profite aussi pour changer de nom et devient Olios Group. Pour rappel, il a dans son escarcelle des marques comme le laboratoire des Gragnons, Labcatal ou IAFIT. Pour vous donner une petite idée, un produit de groupe se vend toutes les 3 secondes en pharmacie et parapharmacie en France. Oui, ça marque une entreprise, ça. Karine, une petite séquence nomination. Oui, c'est un Azuréen qui est à la tête de l'UIMM région Sud-Corse. Alors l'UIMM, c'est le syndicat d'industrie et de la métallurgie. Marcel Ragny, qui est depuis 2 ans à la tête de la branche azuréenne, succède à Thierry Chaumont, qui a démissionné à mi-mandat. L'UIMM région Sud, ce sont quand même 850 entreprises. Et puis, nouveau pilote pour le pôle de compétitivité SAFE, c'est le cluster régional des filières aéronautiques, spatiales et tous les métiers de la défense. Et c'est le méga groupe implanté à Cannes, Thales Alenia Space, qui garde la main sur le fauteuil présidentiel. Benoît Ancard a été élu par le conseil d'administration début novembre pour son mandat de 3 ans. Il a déjà identifié sa mission prioritaire, celle de rapprocher via le pôle les PME et les grands donneurs d'ordre. Et dans ces PME, on pense notamment à la Sophie et grassoise Acri ST qui prend du galon sur sa filière New Space. Karine ? On va parler d'une personne que vous connaissez bien, Betty, puisqu'il s'agit d'Élodie Bondy, avec qui vous partagez la coprésidence de la French Tech Côte d'Azur. Élodie est aussi la directrice générale de Calisteo et elle a reçu la médaille du Chevalier de l'Ordre national du mérite sur nomination de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Et donc elle attribue... pas la ministre, mais Élodie, attribue cette reconnaissance à son investissement dans la transition énergétique et l'innovation. Et elle poursuit le développement de sa société qui améliore la performance énergétique des entreprises. Alors mesdames, ce dernier mois de l'année a aussi été très riche en événements pour notre écosystème.
Oui, alors côté grands événements, avant les entrepreneuriales et les trophées Nice matin, il y a eu le 6e Sophia Summit IA pour intelligence artificielle. Ça s'est passé du 22 au 24 novembre. Un très bon cru, au dire des nombreux participants et intervenants. Alors c'est un salon hyper pointu, axé sur les dernières nouvelles scientifiques et technologiques autour de l'intelligence artificielle mondiale. Mais entre deux exposés réservés aux pros, se sont glissés quelques awards, quelques récompenses décernées à nos pépites azuréennes. Ont été notamment remarqués Somanity, le projet d'impression en 3D d'exosquelettes low cost, Moabi, alors elle c'est la spécialiste de la sécurisation des infrastructures logicielles, ça c'est pour la cybersécurité, et enfin Videtix et son analyse vidéo intelligente pour sécuriser des sites ou des événements. On reparle de Marcel Ragny, mais cette fois avec sa casquette d'entrepreneur et de dirigeant d'entreprise d'éclairage public éponyme. Il a remporté à Marseille le prix du jury lors de la 4e édition des trophées régionaux des entrepreneurs positifs de la CPME Provence-Alpes-Côte d'Azur. Parmi les autres lauréats, venus de Tupaca, on retrouve aussi la moissoise iPaper qui reçoit le prix de la créativité. Alors iPaper aide les startups et scale-up dans toutes leurs problématiques tech. Et puis le tout premier forum de la franchise mitonné par la CCI Nice Côte d'Azur s'est tenu à l'Alliance Riviera, c'était le 16 novembre dernier. Plus de 500 visiteurs au compteur pour découvrir ce statut de la franchise, de plus en plus plébiscité par les entrepreneurs qui apprécient cette forme de liberté encadrée dans leurs activités. Quelques chiffres pour illustrer cet engouement. En France, la franchise, c'est 2000 enseignes qui se développent sur ce modèle et ce sont 65 000 points de vente pour 77 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. On avance très rapidement avec Advance Accélérateur, l'accélérateur d'Advance Group et de Rise Partner, qui est dédié aux startups tech qui cherchent à atteindre l'hypercroissance. Donc, Betty. Donc, ce Advance Accélérateur lance son appel à candidature pour son 2e batch. Et parmi les startups qui étaient présentes lors de la première promotion, on retrouve la niçoise Akidaya, qui a développé une solution d'identification non connectée qui permet de sécuriser tous les systèmes d'accès, même sur des sites isolés ou éphémères. La start-up qui vient de décrocher un CES Innovation Award dans la catégorie cybersécurité et personal privacy va aller défendre sa solution à Las Vegas en janvier prochain. Et on reste dans le coup d'Advance, mais cette fois, on parle d'Advance Emploi. C'est la spécialiste de l'intérim sur le territoire grassois qui fêtait en novembre ses 5 ans sur une croissance plus qu'intéressante, plus 138% pour un groupe qui compte 8 agences sur le Grand Sud. À Grasse, on mise sur les atouts du territoire avec une spécialisation industrielle autour évidemment de la filière des arômes et des parfums. On mise aussi sur la santé avec une nouvelle agence dédiée à ce secteur en forte demande. Petite particularité sympa, Advance Grasse a affrété un job truck qui sillonne le territoire pour rapprocher l'offre et la demande en matière de recrutement. Sympa. Sympa. Pas de territoire éco sans le petit coup de gueule du mois, Isabelle. Mais alors un petit coup de gueule que je vous demande rapide, parce qu'on est un peu pris par le temps. Rapide, mais quand même. Revenons sur la nouvelle carte des territoires d'industrie dans notre département. Alors, territoire d'industrie, c'est une labellisation qui est décernée par l'État et qui ouvre à des financements pour le développement des industries qui y sont implantées. Alors, chez nous, on a 2 territoires d'industrie, un pool Cannes, Grasse, Sophia, relabellisé en l'État, et un autre qui est juste ici concerné Carrosse et qui s'est élargi à la métropole et à toute la communauté d'agglo mentonnaise. Alors, quand on regarde la carte, bien au milieu de ce méga territoire, on remarquera un trou dans la raquette, hors dispositif, encerclé, un rocher au singe. Ce sont les vallées du Paillon, pourtant historiquement industrielles. Eh bien non, pour des raisons sans doute politiques, elles ne font pas partie de la sélection gouvernementale. Et c'est bien dommage parce que c'est là qu'il reste du foncier pour installer nos entreprises. Notamment sur le site de Lafarge, qui à moyen terme va l'abandonner. De quoi nous distinguer encore dans le non-sens, pour ne pas dire le grotesque, en matière de stratégie économique. Et le coup de gueule du mois d'Isabelle Ozias. Karine, vous, ce n'est pas un coup de gueule que vous poussez, mais c'est une mauvaise nouvelle que vous nous annoncez. Oui, on a beau lever des fonds, signer des contrats avec des grands comptes, avoir des clients et des perspectives encourageantes, mais parfois ça ne suffit pas. La start-up de Sophia Antipolis, Onis, en a fait l'amère expérience. La spécialiste de la modélisation et de la simulation des flux piétons et des mouvements de foule a jeté l'éponge après 8 années d'activité suite à une cascade d'aléas entamée en 2021. Alors malgré une reprise en 2022 et de très beaux succès signés cette année, la société n'a pas réussi à assurer son financement à court terme. Donc le plus rageant, c'est que son logiciel Onis One avait été labellisé comme solution pour la sécurité des grands événements, dont les Jeux Olympiques en 2024.
Et puis enfin, histoire de relabellisation, encore cette fois, le 3IA Côte d'Azur, petit rembobinage, en 2019 a été créé 4 instituts interdisciplinaires pour favoriser l'émergence de l'intelligence artificielle et la booster sur le territoire français, avec à la clé quand même 1 milliard d'euros d'aide gouvernementale à se partager. 4 3IA originels, Paris, Grenoble, Toulouse et la Côte d'Azur. Aujourd'hui, on est à l'heure de la relabellisation. Alors pour nous, ça s'est bien passé, mais pas tout à fait. On s'est gentiment fait retoquer en première lecture. Pas définitivement, mais après un rapport global de la Cour des comptes mitigé, un complément d'information a été demandé pour continuer l'honorable mission sur l'intelligence artificielle. Merci mesdames pour ce journal plus que complet. Laetitia Rossi, j'espère que vous avez appris plein de choses, encore que vous en saviez déjà beaucoup. Je savais, mais j'ai appris plein de choses. Et quand je vois le nombre d'entreprises qui ont été citées, qui sont lauréates, je me dis, avec là pour le coup ma casquette de présidente de la French Tech, que j'ai plein de belles choses qui m'attendent durant ces 2 prochaines années. Encore merci infiniment à vous, merci à vous deux pour ce journal de l'écho. Et nous passons à la rubrique suivante. Comme chaque mois, nous vous emmenons maintenant dans les coulisses d'une belle et grande entreprise azuréenne. Karine, cette fois-ci, où est-ce que vous nous emmenez ? Christian, voulez-vous jouer avec moi ? Je veux bien, mais ça dépend à quoi. C'est très simple, vous inquiétez pas. Pouvez-vous me dire à quoi vous fait penser ce bruit ? Ça ressemble quand même fortement à un sonar d'un sous-marin. Ah oui, mais non. Ah, bon. Ce bruit n'existe que dans les films de guerre au cinéma. Dans la vraie vie, les sonars, du moins ceux qui sont dans les sous-marins, sont silencieux. Une obligation pour ne pas se faire repérer. Et c'est ce que nous allons découvrir en allant à Sophia Antipolis, c'est chez Thales Underwater Systems. Là, dans ce site spécialisé dans les activités de lutte sous la mer, on conçoit, on réalise et on intègre toute une gamme de sonars pour la marine française, mais aussi de nombreux autres dans le monde entier. Eh bien, allons-y, allons regarder les images tournées par Guilhem Ricavi à Sophia Antipolis et entrons dans ce monde merveilleux sous-marin de Thales Underwater Systems. Donc nous sommes ici à Sophia Antipolis depuis 1963. D'abord à Cagnes-sur-Mer puis à Sophia Antipolis. Nous faisons de la conception, de l'assemblage, de l'intégration, du test de systèmes sonars pour la Marine nationale et à l'export. C'est une technologie extrêmement compliquée, le milieu marin est extrêmement difficile et puis également nous sommes numéro 1 mondiaux et donc à ce titre-là nous sommes à la pointe de la technologie et nous nous devons de devancer le marché, voire même de susciter et de orienter le marché vers les besoins futurs. Ici nous sommes dans la salle EVA, l'expérimentale virtuelle AERA. C'est une salle qui nous sert à travailler en collaboration avec nos clients, français ou étrangers, qui nous permettent de faire des mises en situation et l'évaluation de nos produits quand on est encore en phase de développement. On essaie de se rapprocher d'une salle qui pourrait être un central opération de sous-marin, mais aussi un central opération de frégate, qui est bien plus grand. D'où la couleur bien sombre pour pouvoir se projeter dans le noir et simuler l'environnement dans lequel on serait. Mais tout en donnant aussi la capacité de faire de la projection dans le futur, c'est pour ça qu'on a tout ce nombre d'écrans, pour pouvoir évaluer des nouveaux concepts, en fait faire de l'innovation à différents niveaux. Opération, présentation, interaction. Je suis responsable des formations clients, donc responsable au niveau des formations de maintenance, bâtiments de surface et sous-marins. La réalité virtuelle, en fin de compte, ça consiste à pouvoir former les clients en dehors des bateaux. Parce que comme tout le monde le sait, il est difficile d'avoir accès aux bateaux. On a souvent de la coactivité, les bateaux ne sont pas terminés. Et on doit former les clients pour qu'ils soient prêts, en fin de compte, en partant en mer, à déployer les sonars, donc les sonars remorqués type Captas. Donc c'est pour ça qu'on a développé cette solution en réalité virtuelle, de manière à pouvoir former les clients en exécutant toutes les tâches comme s'ils étaient réellement à bord des bateaux et dans des conditions bien entendu beaucoup plus simplifiées, notamment il n'y a pas de mouvement de bateau, on n'est pas dans l'eau, il n'y a pas de mal de mer, etc., mais en suivant et en respectant toutes les règles à appliquer pour pouvoir dérouler complètement et correctement un Captas. Si vous cliquez à gauche du gros rond, vous allez tourner de 45 degrés à gauche. D'accord. Ok, vous cliquez à droite, vous tournez de 45 degrés à droite.
D'accord. Ok. C'était un petit peu la demande des clients, et notamment depuis qu'on a de nouvelles générations, quelles que soient les marines internationales, les clients, donc les marins, sont de plus en plus jeunes et ils sont très intéressés par ces nouvelles technologies pour pouvoir déployer des sonars. Magnifique, Karine. Magnifique. Merci beaucoup à Guilhem Ricavi qui a réalisé ces images et donc à vous, Karine, qui avez joué les cobayes. Et on pourra lire votre reportage à Thales Underwater System dans votre supplément éco de Nice Matin lundi prochain. Si vous demandez ce que je faisais, j'étais en train de mettre un sonar à l'eau. Bravo. Sur une frégate. Une autre carrière commence. Je pense. C'est déjà l'heure maintenant de notre dernière séquence de ce numéro 8 de Territoire Éco, le pitch. Cela n'a échappé à personne, les Pères Noël sont déjà de sortie, les guirlandes lumineuses sont dans les rues, et donc Noël approche. Et nous avons pensé à ceux qui sont en manque d'idées pour offrir des cadeaux, puisque nous avons avec nous aujourd'hui en plateau Joseph Ayoub. Bonjour Joseph. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le dirigeant de Mieux que des fleurs. Alors, Joseph, vous allez avoir 1 minute 30 pour nous expliquer ce qui peut être mieux que d'offrir un bouquet de fleurs, par exemple à Noël. Pour ça, vous avez un petit chronomètre qui s'affiche derrière Karine, qui indique 90 secondes. Les caméras que vous n'allez pas quitter des yeux, et donc vous avez 1 minute 30 pour pitcher votre start-up. Attention, top départ. Comme c'est votre meilleur allié pour faire un cadeau à vos proches, donc pour faire plaisir à votre maman, à votre amoureux, à votre amoureuse, à votre meilleur pote. On propose une sélection d'idées cadeaux ultra originales. On s'est fait connaître en 2015-2016 avec une box qui renferme un ballon à l'hélium qui s'envole et qui permet d'offrir un petit instant de poésie, un petit instant d'émotion garanti. Depuis 2015, on se renouvelle en permanence pour être là à la Saint-Valentin, à la fête des mères, aux anniversaires et puis bien évidemment à Noël. Donc on a 2 typologies de cadeaux. On a les cadeaux personnalisés, les cadeaux qu'on conçoit chez nous en intérieur directement au sein de notre société. Et donc ça va être des puzzles personnalisés, ça va être, on a réinventé par exemple la boule à neige très kitsch dans une version ultra moderne, très stylée. Et puis on a aussi une sélection de cadeaux qui vient de jeunes créateurs, qui vient de marques indépendantes. On a aussi des box à composer avec du champagne ou des bonbons Haribo, mais on a surtout des produits insolites qui viennent vraiment de jeunes créateurs qui ont imaginé ça. Je donne 2-3 exemples. On a par exemple un chéquier avec des bons pour un massage, bons pour un pique-nique, bons pour une sortie au cinéma. On a une box pour concevoir son propre maquillage maison, donc 100% organique. Et puis, je vous donne quelques idées. Puis surtout, on livre partout en France. On livre en Europe et partout en France en 24 heures, partout en Europe en 48-72 heures. Et joyeux Noël. Et vous avez gagné 2 secondes sur le temps imparti, bravo. Merci Joseph. Petite dernière question, parce que moi ça m'a beaucoup intéressé pour les cadeaux de Noël. Où est-ce qu'on vous trouve ? Alors, mieuxquedesfleurs.com, c'est sur notre site internet. On espère un jour avoir une boutique à Nice, mais pour l'instant tout est fait en ligne. Mieuxquedesfleurs.com. Voilà. Eh bien, on va aller tous voir ça et je pense que votre chiffre d'affaires va exploser en cette fin Avec d'année. plaisir. Merci pour cette belle démonstration. C'est avec vous que s'achève cette émission que vous pourrez voir et revoir sur nos sites internet, nos pages Facebook et la chaîne YouTube du groupe Nice Matin, mais aussi bien sûr sur le site de tribuca.net, cher au cœur de notre chère Isabelle Ozias de la Tribune Côte d'Azur. Merci Karine, merci Isabelle. Je vous retrouve avec une vive émotion l'année prochaine et merci pour cette belle année de télévision ensemble. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup aussi à Philippe Bertini, Sophie Doncet qui ont réalisé cette émission. Et puis, nous vous souhaitons tous d'excellentes fêtes de fin d'année et une excellente journée. À bientôt.